On va peut-être, s'il n'y a plus de questions, passer la parole à Delphine Cousin, qui, je le rappelle, est donc vice-présidente chargée du service des enfants à Vannes, qui avait auparavant exercé les mêmes fonctions à La Roche-sur-Yon, qui a donc une expérience riche dans ce domaine. Et donc, chère Delphine, eh bien, écoute, je te laisse faire ta présentation. Bien, merci Pierre-Olivier de cette introduction. Dans la salle, certains d'entre vous me connaissent déjà. Je vais peut-être un petit peu plus approfondir les quelques mots qui ont été mis sur moi. Effectivement, je suis juge des enfants depuis 2008. Auparavant, j'ai approché aussi un petit peu le monde universitaire. C'est pourquoi dans mes propos et dans la méthodologie de mon intervention, vous retrouverez un certain nombre de points communs aussi avec celle de Madame Guérin. J'exerce cette fonction de juge des enfants avec plaisir depuis toutes ces années. Un juge des enfants, c'est quoi? C'est avant tout un magistrat, donc c'est avant tout évidemment un juriste, mais en l'occurrence, c'est un magistrat un petit peu particulier parce qu'il peut jongler avec un certain nombre de concepts, en avoir des acceptions beaucoup plus souples qu'un certain nombre de ses collègues qui sont tenus par les notions souvent beaucoup plus rigides du droit. Et c'est vraiment la spécificité de notre fonction. Je vais essayer aujourd'hui de vous présenter les différentes réponses judiciaires que le droit, la justice sont susceptibles d'apporter au phénomène de décrochage scolaire, avec immédiatement un premier écueil qui est la question de savoir si le décrochage est une notion connue de notre droit. On se rapproche un petit peu finalement des questionnements présentés par Madame Guérin, puisque globalement le droit, le système judiciaire va en réalité connaître du décrochage scolaire, mais sans le nommer vraiment comme tel, du moins à ma connaissance, sans en donner non plus une définition, alors que les définitions sont pour nous en droit essentielles, puisque c'est effectivement le cadre de notre intervention, c'est ce qui va permettre de la déterminer et de la justifier. Donc, tout comme la jeunesse existe d'une certaine manière pour le droit, notamment au travers de ces concepts de protection, on le retrouve aussi pour ce qui concerne l'action du juge des enfants, notamment au travers du droit de l'action sociale et des familles, qui connaît, lui, de la notion de jeune majeur. Donc, on n'est pas encore tout à fait sur la jeunesse dont vous parlez, Madame Guérin, mais on parle déjà de jeunes quand même. On retrouve aussi ce terme de jeune en droit pénal des mineurs, avec des suivis qui peuvent s'exercer au-delà de la majorité par des services spécialisés qui sont nos principaux partenaires, avec le service associatif habilité et les aides sociales à l'enfance, le service de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, ça vous fait un peu le lien avec ce qui vient de vous être dit. Donc là, cette notion de jeunesse, comme celle de décrochage, elle n'est pas non plus totalement étrangère à notre matière. Jusqu'à 21 ans peuvent aussi s'étendre un certain nombre d'accompagnements de prévention à destination des jeunes majeurs, toujours ce terme de jeunes qui revient, et c'est un soutien qui est accordé pour les jeunes qui ont besoin justement d'un accompagnement matériel ou éducatif, souvent effectivement autour de la formation pour leur permettre de terminer leurs études, pour leur permettre d'obtenir un diplôme et sans se lancer ensuite dans les meilleures conditions possibles dans la vie active. Cette notion de jeunesse, avec ce lien avec l'insertion, existe en réalité depuis assez longtemps, puisque un texte, alors plutôt très ancien, il me semble que ça doit remonter à 1978, quelque chose comme ça, avait prévu une mesure un peu hybride qu'on appelle la protection jeune majeur, qui permettait aussi, dans un cadre judiciaire, de poursuivre un certain nombre d'accompagnements souvent entamés pendant la minorité, afin que le jeune puisse continuer à bénéficier du soutien des professionnels qui le connaissaient, qu'il puisse aussi quelquefois bénéficier d'une continuité des accueils. Ces quelques propos pour vous faire le lien avec les observations que vous a présentées Madame Guérin, et en vous disant tout cela, eh bien, j'amorce déjà la présentation d'une certaine manière des deux champs d'intervention depuis lesquels la justice va pouvoir apporter des réponses au phénomène de décrochage scolaire, des réponses qui vont s'articuler principalement autour de l'incitation, de la guidance pour ce qui concerne la matière civile et de la contrainte pour ce qui concerne la matière pénale.
En vous disant tout cela, je n'ai pas résolu la question de la définition du décrochage, puisque effectivement c'est une notion qui est assez floue, qui est plus sociologique que juridique, et l'on va voir que le droit l'appréhende en réalité principalement au travers des notions beaucoup plus explicites d'absentéisme et de déscolarisation. Je vais d'abord aborder donc cette question du décrochage scolaire, d'abord par la loi pénale, au travers effectivement de cette répression de l'absentéisme. En matière pénale, plus qu'en toute autre matière juridique, il est indispensable d'avoir une définition claire des comportements qui vont pouvoir tomber sous le coup de la répression. Et donc, pour identifier les contours du décrochage scolaire tel qu'il pourra être envisagé au travers de la loi pénale, il est déjà nécessaire d'essayer de s'accorder sur ce qui va caractériser un décrochage scolaire ou qui va permettre de l'identifier. Donc, sur cette question de la définition, deux aspects. J'ai effectué quelques recherches pour voir à quoi cela pouvait correspondre. Et j'ai vu qu'en 2015, une chercheuse d'un bureau d'études sur l'éducation prioritaire avait pu écrire qu'un certain nombre d'études montraient que l'absentéisme des élèves était souvent précurseur de la déscolarisation, du décrochage scolaire, qu'il était un symptôme parfois lié aux conditions de scolarisation, mais aussi à la situation socio-familiale et à certains facteurs personnels, l'expression d'un malaise, d'un mal-être chez l'élève concerné. Dans cette étude, l'absentéisme était relié à deux problèmes de plus grande ampleur, la déscolarisation et le décrochage. Et même si ces notions entretiennent des liens avec les autres, il était aussi indiqué qu'il n'y avait pas de lien systématique entre ces différentes notions. Cette étude indique aussi que le décrochage serait le fait pour un jeune de quitter le système scolaire sans diplôme. Et dans ces hypothèses-là, on a un lien avec l'absentéisme qui n'est effectivement pas forcément systématique, puisqu'on dit qu'un jeune qui n'aurait pu ne rencontrer aucune difficulté, eh bien finalement peut se retrouver à sortir du système scolaire sans avoir obtenu un diplôme, une qualification, tout simplement parce qu'il a renoncé, par exemple, suite à un échec. Pour autant, il n'aura pas forcément connu auparavant d'absentéisme ou de déscolarisation. La plupart, tout de même, des observations montrent que l'échec scolaire et le décrochage sont souvent précédés d'absences répétées. Donc des notions qui peuvent être distinguées, des notions qui entretiennent des liens, mais ce qui ne permet toujours pas d'en donner une définition. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que certains jeunes vont être scolarisés, mais pourtant en situation de décrochage. Ils vont mettre en échec leur scolarité par un manque de projet, de perspective, des absences répétées, injustifiées, un désintérêt pour les enseignements proposés, des difficultés d'origine multifactorielle à investir cette scolarité, de l'indisponibilité, des situations d'échec, de l'addiction également. Et effectivement, on observe alors souvent de l'absentéisme. Si je parle plus particulièrement de ces situations, c'est parce que c'est celles qu'on retrouvera le plus souvent en assistance éducative, les situations où le décrochage scolaire va finalement être le symptôme d'un certain nombre d'autres problématiques qui vont soit être des problématiques personnelles aux jeunes concernés, soit qui vont toucher ses conditions de vie dans son environnement social et familial. Effectivement, pour ce qui me concerne, dans mon expérience, la plupart des jeunes que j'ai vus en situation de décrochage l'étaient très rarement pour des raisons seulement liées au fonctionnement ou plutôt au dysfonctionnement d'un établissement scolaire. Ils l'étaient aussi rarement pour des motifs qui auraient été en lien avec leur environnement social et amical. En disant cela, je pense bien sûr à l'impact des possibles phénomènes de harcèlement dont on parle évidemment beaucoup dernièrement. Pour ce qui me concerne, j'ai rarement observé que cette situation ou ces situations de harcèlement étaient la cause des situations de décrochage auxquelles on était confronté. On parle aussi quelquefois de la phobie scolaire, alors un peu moins ces derniers temps, mais à un moment c'était un terme qui revenait assez fréquemment.
cette vraie phobie scolaire est aussi plutôt rare. Elle est d'ailleurs assez rarement reconnue sur le plan médical, et bien souvent, derrière ce terme, on retrouve les situations que j'ai mentionnées tout à l'heure, des situations où l'adolescent est réticent à se rendre en classe pour toutes sortes de raisons, du mal-être adolescent, des difficultés à trouver sa place dans le groupe, une image de soi dégradée, un manque de confiance en soi, sont des traits que l'on retrouve fréquemment. Derrière le décrochage, la déscolarisation, l'absentéisme, on retrouve aussi beaucoup des problématiques familiales parce que les parents vont rencontrer eux-mêmes d'importantes difficultés, ne vont pas forcément être porteurs dans la scolarité de leurs enfants, et certains jeunes vont donc aussi avoir des réticences à se rendre en classe, tout simplement par crainte quelquefois de laisser seuls leurs parents ou de laisser les plus jeunes de la fratrie seuls confrontés aux difficultés parentales. Une idée peut-être à déconstruire aussi, les phénomènes de décrochage scolaire, puisque vous avez, je pense, déjà compris qu'en matière de protection de l'enfance, on ne va pas distinguer les notions, on va juste observer la situation telle qu'elle se présente et voir quelles en sont les conséquences et l'impact sur la construction du mineur. En tout cas, le décrochage scolaire est très loin de concerner la majorité des jeunes dont le juge des enfants est saisi. On voit des mineurs en danger décrocheurs, on voit des jeunes délinquants décrocheurs, mais c'est rarement une problématique isolée. Comme je disais tout à l'heure, elle apparaît surtout comme le symptôme d'autre chose qui reste à identifier. Et ce n'est pas non plus une problématique qui s'inscrit toujours durablement dans le temps. On a des jeunes qui, fort heureusement, vont pouvoir revenir rapidement vers l'insertion après une période de décrochage ou de déscolarisation. Le décrochage est donc une notion assez complexe, assez éloignée des préceptes habituels de la matière juridique, qui préfère les définitions claires et sur lesquelles on peut ensuite déterminer un régime et des réponses juridiques. Et c'est pourquoi, en matière pénale, le décrochage s'appuie principalement sur les notions de déscolarisation et d'absentéisme, alors que la justice des mineurs aura, elle, une approche beaucoup plus large, comme vous l'ont déjà montré, je pense, mes premiers propos. Donc la question est donc de savoir comment le droit pénal, d'abord, va connaître de ces notions de décrochage au travers d'une répression de l'absentéisme et de la déscolarisation. L'absentéisme, la déscolarisation sont des phénomènes qui ont pour corollaire les obligations d'instruction et d'assiduité. Je ne vais pas revenir précisément sur cette obligation d'instruction, ce droit même à l'instruction pour les mineurs, puisque Mme Guérin en a déjà parlé. Je rappelle juste que le Code de l'éducation prévoit effectivement que l'instruction est obligatoire pour les mineurs dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est une obligation, c'est un droit qui vise effectivement à lui donner tous les outils nécessaires pour l'aider à construire mieux sa vie, et pas que sur le plan d'ailleurs des apprentissages, puisque le texte mentionne aussi l'insertion dans la vie sociale professionnelle, le partage des valeurs de la République, l'exercice de la citoyenneté. L'enseignement doit aussi viser à l'aider à développer sa personnalité, son sens moral. Bref, on est effectivement bien au-delà de la seule idée de la transmission d'un savoir. Depuis le texte de loi rappelé tout à l'heure par Mme Guérin, effectivement, il y a une obligation de formation désormais pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, de sorte qu'aujourd'hui, finalement, entre l'âge de 3 ans et l'âge de 18 ans, tous les jeunes sont supposés être en situation de scolarisation classique pour les plus jeunes jusqu'à 16 ans. Et à partir de 16 ans, on considère que l'obligation est remplie dès lors que le jeune poursuit sa scolarité, mais aussi s'il est apprenti, stagiaire de la formation professionnelle, qu'il occupe un emploi, un service civique ou qu'il est inscrit dans un dispositif d'insertion. Pour tous ces élèves, le Code de l'éducation prévoit expressément que l'assiduité est une obligation essentielle. Assiduité qui s'entend évidemment de la participation des élèves à l'ensemble des enseignements obligatoires et optionnels. Cette assiduité, elle s'entend aussi d'une obligation de respecter les horaires d'enseignement en veillant à être ponctuel. Je le mentionne puisqu'en pratique, ce que l'on voit aussi souvent, ce n'est pas forcément des jeunes qui vont manquer des journées entières ou des
semaines entières de classe, mais aussi tout simplement des jeunes qui vont choisir leurs enseignements à la carte ou systématiquement être en retard certains matins, alors quelquefois c'est des matins plus spécifiques de la semaine, ce qui doit forcément interpeller. Du moment donc qu'un jeune n'est pas scolarisé conformément à ces différentes obligations, eh bien, il est susceptible d'être considéré comme déscolarisé ou en situation de décrochage ou d'absentéisme. Là où la matière juridique trouve rapidement ses limites, c'est qu'en réalité, je pense que vous en entendrez parler tout au long de cette journée, c'est bien sûr principalement le monde de l'enseignement qui répond d'abord à ces problématiques avec des concertations, la recherche des causes de ces difficultés, quelquefois aussi évidemment la recherche de solutions de scolarisation adaptées pour éviter que le jeune ne décroche totalement. Cependant, quand ces réponses, ce travail qui va être mené avec les adolescents, leurs familles, ne fonctionne pas et que la situation de déscolarisation ou de décrochage perdure, et notamment évidemment pour les enfants les plus jeunes, eh bien, le procureur de la République va pouvoir être saisi et donc des sanctions pénales vont être prononcées. En pratique, je dois dire que M. Dalino, qui a plus d'expérience que moi peut-être sur cette matière, pour compléter ce propos, à titre personnel, je n'ai jamais vu de poursuite engagée au motif des infractions dont je vais vous signaler l'existence, parce que sans doute aussi, on s'efforce toujours plutôt de rechercher des réponses dans le cadre de la protection de l'enfance, dans le cadre de la prévention, dans le cadre de tous les dispositifs qui existent déjà pour garantir la continuité de la scolarité des enfants. Néanmoins, ce sont des possibilités qui existent et donc je vais les mentionner, sachant que les sanctions prononcées, bien sûr, ne sont pas prononcées contre le mineur lui-même, mais sont prononcées contre ses parents, ses civilement responsables, ceux qui, normalement, doivent permettre à leur enfant d'exercer les droits qui sont les siens, et notamment son droit à l'instruction. Donc, plusieurs types d'infractions. Une contravention, d'abord, qui prévoit expressément que si des parents n'imposent pas à leur enfant de fréquenter un établissement sans motif légitime, eh bien, ils pourront être punis d'une amende de la 4e classe, c'est-à-dire une amende d'un montant maximum de 750 €. Sur un plan supérieur, une infraction spécifique qui prévoit que si les parents d'un enfant ne l'inscrivent pas dans un établissement scolaire malgré un avertissement de l'inspecteur d'académie, vont pouvoir se voir être poursuivis et une peine d'emprisonnement de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende pourrait être prononcée. Cette hypothèse concerne principalement les parents qui ont fait le choix de l'instruction à domicile et qui, en cas d'enseignement défaillant, refusent la réinscription dans un établissement scolaire. Enfin, tous les parents peuvent se voir reprocher, au titre de la déscolarisation, l'infraction plus générale de soustraction d'un parent à ses obligations légales, en l'occurrence la soustraction à une obligation qui vient donc compromettre l'éducation du mineur, avec une peine supérieure et des conséquences aussi plus lourdes sur le plan civil, de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. À mentionner, mais j'en parle parce que ça a fait l'objet de débats au début de l'année entre les deux assemblées à l'occasion de la loi sur le séparatisme. En 2010, une loi dite loi Ciotti avait aussi permis donc la suspension du versement des allocations familiales en cas d'absence répétée. C'est un texte qui a été abrogé assez rapidement en 2013, mais cette idée est revenue récemment dans les débats politiques et législatifs. À signaler également que la loi pénale permet évidemment aussi de sanctionner tous les comportements d'un certain nombre d'élèves dans les établissements scolaires qui pourraient être de nature à créer une situation de harcèlement à l'encontre d'autres élèves. Et donc la loi, évidemment, vient à ce moment-là permettre la répression de ces comportements, la protection de victimes qui peuvent de ce fait se trouver en situation de décrochage. Donc les violences, les menaces, le harcèlement, le bizutage, la diffusion d'images violentes, les atteintes à l'intimité de la vie privée, avec différentes circonstances aggravantes sur la minorité de 15 ans, sur le recours à un moyen de communication, dont les réseaux sociaux, le fait que les faits ont été commis aux abords ou au sein d'un établissement scolaire. Tous ces comportements donc, vont faire l'objet d'une répression spécifique.
À titre personnel, dans mon expérience, là encore, si l'on voit relativement souvent des poursuites pour des faits de violence qui se commettent entre adolescents, je n'ai pas observé que ça pouvait avoir un lien direct avec des situations de décrochage. Il s'agit le plus souvent en réalité de bagarres qui vont opposer quelques jeunes pour des motifs qui n'ont rien à voir avec la scolarité, relations amoureuses, rivalité, etc. Le reste des situations se rencontrent véritablement à la marge. Donc ce que l'on voit, c'est que la loi pénale n'est pas démunie pour faire face à une problématique d'absentéisme persistant. Pour autant, est-ce qu'elle apporte les réponses attendues ? La réponse est probablement non à cette question, puisque déscolarisation, décrochage, ce sont des phénomènes qui trouvent leur cause dans des raisons multiples et qui dépassent simplement le seul concept d'infraction. Et c'est quand le décrochage révèle des situations évidemment inquiétantes pour les mineurs concernés que la plupart du temps, effectivement, l'intervention du juge sera sollicitée. J'en viens donc à la deuxième partie de mon propos, la prise en compte du décrochage scolaire, de la déscolarisation et de l'absentéisme dans la justice des mineurs. À l'inverse de la matière pénale, la justice des mineurs va effectivement pouvoir connaître de toutes les notions qui sont liées au décrochage, sans qu'il y ait besoin de faire de distinguo particulier, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va nous intéresser, c'est l'ampleur du phénomène, c'est son impact sur les conditions de développement du jeune, c'est les causes de ce phénomène et les moyens d'y répondre. On se situe alors non dans le champ de la répression, mais principalement dans le domaine de l'éducatif. Le décrochage scolaire pour le juge des enfants, il s'aborde au travers des deux domaines d'intervention qui sont les siens. La matière pénale, avec le préalable malgré tout nécessaire du passage à l'acte délinquant, et la matière civile, la protection de l'enfance en danger, qui va supposer donc qu'une situation de danger soit caractérisée. Quelques précisions, un mineur délinquant peut être un mineur en danger. Pour autant, ces situations ne se recouvrent pas systématiquement et ainsi, de nombreux mineurs délinquants ne sont pas particulièrement en danger. Leur passage à l'acte s'explique par leur quête adolescente, l'effet de groupe, la recherche d'expérience ou de transgression dans des milieux où aucune difficulté particulière n'est repérée. Dans ces cas-là, bien souvent, les parents vont choisir des réponses qui vont suffire à solutionner la difficulté et à prévenir la réitération délinquante. Certains mineurs en danger, qui ont connu des parcours de vie traumatiques, qui ont de grandes fragilités, ne seront pas non plus, pour beaucoup, connus au titre de l'enfance délinquante. Évidemment, certains jeunes vont relever des deux catégories. Et à ce moment-là, les interventions devront être complémentaires pour être pleinement efficientes, tant dans l'accompagnement du mineur que pour prévenir évidemment la réitération d'actes délinquants. Je l'ai indiqué tout à l'heure déjà, mais c'est un point sur lequel il me semble important d'insister parce que ça doit aussi conduire à relativiser mon propos. En réalité, le prisme d'observation du juge des enfants sur ces questions de décrochage, il est très limité parce qu'il existe, je vais y revenir, des dispositifs de prévention, parce que c'est uniquement si le décrochage est accompagné d'autres éléments d'inquiétude que la justice des mineurs va être saisie et intervenir. Donc, un champ d'observation qui, évidemment, se restreint puisque, d'une certaine manière, la justice des mineurs intervient en bout de course suite à l'échec ou à l'insuffisance des autres réponses qui auront été apportées. En réalité, donc, effectivement, la plupart des jeunes que je rencontre, ils suivent des scolarités, des formations professionnelles, des programmes individualisés, ils sont rattachés à des dispositifs d'insertion, ils sont en recherche d'apprentissage. Donc, effectivement, tous n'y font pas preuve de la même assiduité, mais globalement, on a très peu de situations de jeunes qui seraient complètement sortis des radars de l'enseignement, de la formation.
Quelle réponse apporter à ces situations en protection de l'enfance? Alors, juste pour compléter ce que je viens d'indiquer sur le fait que j'avais forcément une vision d'observation restreinte, d'abord, un point important à comprendre et à connaître pour ceux qui ne le seraient pas, l'intervention du juge des enfants, elle est subsidiaire par rapport à celle des conseils départementaux qui doivent en priorité, quand des éléments de danger sont portés à leur connaissance, diligenter éventuellement des évaluations sociales s'ils l'estiment nécessaire et proposer aux familles un certain nombre d'aides et d'accompagnements de prévention qui pourront tout à fait suffire à régler une grande majorité des situations, du moins si la famille montre de l'adhésion, si le jeune, et en particulier les adolescents, investit ce qui lui est proposé. Et c'est seulement finalement quand la situation de danger, et pas n'importe quel danger, le danger prévu par l'article 375 du Code civil persiste et que les interventions de prévention sont soit impossibles, soit insuffisantes, soit que la famille n'a pas permis d'ouvrir sa porte, que finalement, un signalement va être adressé au procureur de la République qui va à son tour vérifier que les critères de l'intervention du juge des enfants sont réunis pour enfin, si c'est le cas, saisir celui-ci. Donc vous voyez que l'entonnoir, il se réduit considérablement au gré des différentes étapes procédurales. Donc de nombreuses situations échappent bien sûr, et c'est heureux, à l'intervention du juge des enfants, puisque quand le juge des enfants intervient, cela veut dire qu'on est dans une situation de danger grave, qu'on est face à des familles opposantes ou dans le déni de toutes les difficultés, et que tout ce qui peut déjà être mis en place par le conseil départemental a échoué. Donc on est vraiment dans des situations particulièrement préoccupantes. Est-ce que le décrochage scolaire peut donc être un critère de l'intervention du juge des enfants? Alors oui, bien évidemment, puisqu'il est compris, c'est le décrochage scolaire dans la définition que l'article 375 du Code civil donne du danger. Est-ce que le décrochage est un critère central de la saisine du juge des enfants? Pas particulièrement. En tout cas, la réponse est plus nuancée. Je vais y revenir. L'article 375 du Code civil, c'est le texte fondateur de l'intervention de la justice en matière de protection de l'enfance. C'est un texte qui prévoit que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, intellectuel et social sont gravement compromises, alors des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées. À entendre cette définition, vous voyez immédiatement que, comme je l'ai indiqué, bien sûr que tout ce qui concerne les problématiques liées à la scolarité des enfants, dont le décrochage, l'absentéisme, la déscolarisation, etc., bien sûr, sont susceptibles de relever de cette définition qui est effectivement suffisamment large pour comprendre ces difficultés. Le décrochage est-il un critère suffisant pour justifier une intervention au titre de l'assistance éducative? Je l'indiquais aussi, on ne peut qu'apporter une réponse beaucoup plus nuancée, puisque tout va dépendre alors des causes du décrochage, telles qu'on les identifie, et du contexte dans lequel cette situation apparaît, mais aussi un point extrêmement important qui est la capacité et la volonté que les parents, le jeune, quelquefois lui-même, mettront dans la volonté de sortir de cette situation et de remédier à la difficulté. En réalité, l'intervention du juge des enfants dans toutes ces situations va principalement se justifier parce que le décrochage est donc, comme je l'ai déjà indiqué, le symptôme d'autres problématiques, que l'on va pouvoir toucher du doigt ces problématiques, qu'il va apparaître que la famille, les parents par eux-mêmes ne sont pas en capacité, pour X raisons, de remédier à cette difficulté et que donc il va falloir venir imposer de manière autoritaire une intervention dans le cadre judiciaire. On a aussi d'autres situations qui nous sont parfois soumises et sur lesquelles on a des réponses qui ne peuvent être qu'extrêmement marginales, des situations de déscolarisation qui vont être liées aux carences de l'éducation spécialisée, notamment le secteur médico-social, avec quelquefois des listes d'attente très importantes pour des jeunes qui relèvent du handicap et qui, dans cette attente, vont se trouver, sinon déscolarisés, du moins, effectivement, sans apprentissage
correspondant à leurs difficultés. La loi prévoit que le juge des enfants puisse confier un mineur dans cette situation à un établissement relevant du secteur médico-social. C'est une pratique évidemment à laquelle il est extrêmement peu recouru, puisque on a le pouvoir de rendre des décisions, on n'a pas non encore le pouvoir de créer des places dans les établissements qui en manquent. Et par ailleurs, évidemment, cela suppose un certain nombre de procédures qui ne relèvent pas de notre domaine de compétences. Donc les situations d'absentéisme ou de décrochage dont le juge des enfants connaît répondent en général à d'autres problématiques auxquelles on s'efforce d'apporter des réponses. Je surveille moi aussi mon timing pour ne pas trop déborder et laisser le temps aux questions. Quelle réponse donc apporter en assistance éducative à l'issue d'une audience où on évalue l'existence d'un danger, la persistance du danger, la capacité des parents, de la famille à investir certaines aides ou même à apporter par eux-mêmes des réponses. Quelquefois, la simple convocation devant le juge des enfants suffit à entraîner du mouvement, parce que ça reste quand même quelque chose qui symboliquement est fort, cette convocation des responsabilités parentales devant la justice. Donc, en fonction de ce qu'on évalue, on va pouvoir soit chercher à mieux comprendre la situation qui nous est soumise avec les mesures d'investigation éducative. On va pouvoir faire le choix d'une mesure d'AEMO qui va permettre d'apporter de la guidance et des conseils à la famille. On va pouvoir soutenir cette mesure d'AEMO par ce qu'on appelle un dispositif de maintien sous condition avec certaines obligations, dont celle d'assiduité scolaire, qui peuvent être fixées. Et en dernier recours, on va pouvoir avoir recours à un placement chez un parent, chez un tiers digne de confiance, à un service d'aide sociale à l'enfance, et comme je le mentionnais tout à l'heure, dans un certain nombre d'établissements d'éducation et d'enseignement, y compris relevant du secteur médico-social. Une fois que la décision est prise, expliquée à la famille, seuls les professionnels en charge de l'intervention, ceux qui vont réellement intervenir de manière concrète auprès des familles, vont déterminer les modalités de leur accompagnement, leur choix de partenariat, les rythmes auxquels ils tenteront aussi d'amorcer les changements nécessaires. Et en fonction des situations, la priorité ne va pas toujours être le retour physique d'un jeune ou d'un enfant sur un établissement. Quelquefois, on va simplement passer par des biais, déjà extraire un jeune du domicile où il vit plus ou moins reclus, au travers de simples promenades, le rapprocher de ses pairs au travers de quelques activités sportives, prévoir des rendez-vous à la mission locale, à l'établissement scolaire, etc. Essayer de construire avec lui un programme qui va répondre à ses difficultés tout en lui ramenant le pied dans l'enseignement. Ce sont les voies vers lesquelles les professionnels vont s'orienter, mais on n'est pas dans une recherche de solutions forcément immédiates. Si c'est possible, bien sûr qu'on le fait, mais on prend aussi le temps d'appréhender toutes ces autres problématiques qui expliquent la situation. Plus les enfants sont jeunes, plus les interventions vont par contre devoir être autoritaires, puisque quand on parle de très jeunes enfants qui seraient absents de manière chronique ou déscolarisés, ça veut quand même souvent dire qu'on a aussi affaire en parallèle à des situations de danger majeurs, avec des manquements parentaux, des parents qui ne vont pas être capables de s'organiser, tout simplement de se lever le matin pour emmener leur enfant à l'école, avec des priorités qui ne vont pas non plus être décidées en fonction de l'intérêt des enfants. Et c'est souvent des situations où on ira beaucoup plus rapidement sur la question d'un placement, tant évidemment les inquiétudes risquent d'être importantes. Le placement est aussi parfois une réponse pour les adolescents, quand les mesures de milieu ouvert trouvent leurs limites, et que la déscolarisation est aussi une source de conflits avec les parents, conflits qui peuvent même quelquefois se résoudre dans la violence. Une fois la mesure prononcée, le juge des enfants, en quelque sorte, délégué la mission d'intervenir aux professionnels et ne revoit, sauf incident, la situation qu'à son échéance. On parlait de jeunesse tout à l'heure. Je mentionne aussi que jusqu'à 21 ans, les dispositifs d'aide aux jeunes majeurs peuvent se poursuivre, alors soit dans le cadre
qui n'existe quasiment plus de la protection jeunes majeurs, qui permet d'accompagner les jeunes rencontrant de graves difficultés d'insertion sociale, et au travers des contrats jeunes majeurs qui sont proposés à l'initiative des conseils départementaux, avec évidemment l'accord du jeune pour que ça se mette en place. Avec, pour cette mesure, on en entend aussi parler fréquemment dans l'actualité, un certain nombre de disparités d'un département à un autre, puisque cela dépend de choix politiques, et donc certains départements vont plus facilement mettre l'accent sur la continuité des accompagnements que d'autres. Dans le Morbihan, il me semble que globalement, les jeunes, en tout cas les jeunes qui ont fait l'objet d'un placement durant leur minorité, se voient systématiquement, parce que d'abord c'est une obligation, mais proposer et accorder quand ils le demandent la poursuite de leur accompagnement au-delà de la majorité. Je le mentionne aussi, une loi qui est actuellement en cours de discussion au Parlement sur la protection de l'enfance vise justement à renforcer ces dispositifs de transition justement de la minorité vers l'âge adulte et la maturité. Et puis enfin, le droit pénal qui connaît aussi des situations de décrochage scolaire, avec peut-être là encore une idée à déconstruire, qui est celle selon laquelle il y aurait un lien entre l'échec scolaire, les situations de déscolarisation, pour ne pas dire d'oisiveté, serait finalement facteur de passage à l'acte délinquants. Et dans ce cas-là, on va évidemment avoir une approche plutôt sécuritaire du décrochage scolaire, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la hiérarchie des réponses de la loi pénale. En réalité, un certain nombre d'études semblent démontrer qu'il n'y a pas de lien systématique et inévitable entre le fait d'être en situation de décrochage et les passages à l'acte délinquant. Par exemple, un jeune qui va trouver un travail va pouvoir très facilement s'extraire d'une dérive délinquante et ne plus jamais y revenir. Pour autant, il ne sera plus en lien avec une scolarisation ou autre. Certaines études montrent aussi qu'il n'y a pas forcément de causalité directe entre échec scolaire et décrochage. Évidemment, il y a un certain nombre de traits communs entre les différents décrocheurs, mais sans qu'il y ait, là encore, quoi que ce soit de prédictif ou de systématique. Il faut dire aussi que cet amalgame peut être entretenu par le fait que nombre de décrocheurs se sont d'abord fait remarquer au sein de l'institution scolaire par toute une série de comportements déviants, violence à l'égard de leurs camarades, non-respect des règlements intérieurs, menaces et violences verbales, voire physiques, à l'égard des équipes éducatives et enseignantes, ce qui peut révéler autant une envie du jeune de s'affirmer, un mal-être, un effet du groupe, qu'effectivement une problématique beaucoup plus profonde de rapport à la loi et de difficulté à intégrer les limites. Un point que j'ai toujours trouvé assez paradoxal, c'est que dans ces situations, c'est quelquefois l'institution qui va amener la déscolarisation ou le décrochage, puisque si un jeune multiplie ses comportements déviants, évidemment, et à juste titre, il va passer plusieurs fois en conseil de discipline, et le conseil de discipline risquera forcément à un moment ou à un autre de prononcer une exclusion temporaire ou définitive, mais amenant du coup une rupture dans le parcours de scolarité du mineur. Et si ce mineur n'est pas particulièrement déjà motivé par les apprentissages, on peut craindre qu'effectivement cela ne l'amène vers un décrochage encore plus conséquent. Un certain nombre de mineurs délinquants sont effectivement en rupture de scolarité. Une nouvelle fois, c'est très loin d'être la majorité. La plupart des jeunes que l'on rencontre dans le cadre pénal sont en réalité scolarisés. Quand ils ne le sont pas, en tout cas, la justice pénale des mineurs, depuis 1945, a une spécificité qui va être celle de prioriser la réponse éducative sur la répression, dans l'optique à la fois d'éviter la réitération d'actes délinquants, mais aussi de permettre un accompagnement au plus juste du mineur. Donc pour mentionner et illustrer un petit peu, alors à la fois cette analyse un peu sécuritaire qu'on a autour de la déscolarisation et en même temps l'importance aussi que la matière pénale accorde à ces questions scolaires, ce que l'on voit, c'est que dès les premières poursuites pénales, dès qu'un jeune va commettre une infraction et que le procureur de la République va souhaiter y apporter une réponse, il va y avoir la possibilité de raccrocher de manière évidemment beaucoup plus contrainte le jeune à la scolarité. Dans le cas des alternatives aux poursuites, le procureur donc va pouvoir enjoindre
aux mineurs d'accepter une orientation vers une structure professionnelle. Dans le cas d'une composition pénale, qui est une sorte de degré supérieur au classement alternatif, on va pouvoir imposer aux mineurs de suivre une formation professionnelle ou une scolarité. On va pouvoir lui enjoindre de respecter une décision de placement, y compris dans un établissement scolaire ou dans un établissement de formation professionnelle. On va pouvoir le contraindre on pouvait plus exactement parce que ça a changé, le contraindre à exécuter ce qu'on appelle une activité de jour. Pour les mineurs de plus de 16 ans, dès ce stade, et quand on parle de composition pénale, on parle de jeunes délinquants, mais qui ne méritent même pas ce terme-là en réalité. Ce sont des jeunes qui ont commis 2-3 infractions de gravité faible la plupart du temps. Eh bien, on pourra aussi les inviter à une intégration donc en EPID. Globalement, ces dispositions sont reprises dans un nouveau texte dont certains ont peut-être entendu parler, le Code de la justice pénale des mineurs, qui est entré en vigueur très récemment, au 30 septembre 2021. Et on les retrouve exactement de la même manière. Pour faire le choix de ces réponses, le procureur dispose de l'analyse des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont donc rencontré le jeune et sa famille auparavant et fait certains constats ou certaines propositions qui, bien sûr, vont commander ce choix de réponse. Une fois que le juge des enfants est saisi, c'est-à-dire pour des mineurs qui vont réitérer, pour lesquels ce premier degré de réponse ne va pas être suffisant, le juge des enfants va pouvoir évidemment traiter des problématiques de scolarité au travers des réponses pénales, ceci quel que soit là encore le degré et la sévérité de la réponse envisagée. Comme la priorité est donnée à l'éducatif, on prononce donc en priorité des mesures éducatives qui vont pouvoir permettre de prendre en compte ces problématiques qui vont ensuite être traitées au plus près des familles par les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Là encore, dès la première comparution d'un mineur devant le juge des enfants, s'il constate une situation ne serait-ce que d'éloignement du milieu scolaire, va pouvoir prescrire différentes mesures qui vont viser à ramener le jeune vers l'insertion, donc des activités de jour, également dans le cadre des contrôles judiciaires. Alors, du moins jusqu'au 30 septembre dernier, on pouvait aussi obliger un jeune à suivre une scolarité ou une formation avec une conséquence possiblement importante, puisque du moment qu'une obligation est la condition d'un contrôle judiciaire, ça veut donc dire que si elle n'est pas respectée, on peut révoquer ce contrôle judiciaire et donc le mineur peut se retrouver incarcéré. En pratique, je vous rassure, c'est très rarement évidemment la seule violation de cette obligation qui va entraîner une possible incarcération du mineur. La plupart du temps, si un contrôle judiciaire est révoqué, c'est parce qu'il y a des violations qui sont répétées, multiples, et qui vont concerner les autres obligations du contrôle judiciaire, pas seulement la question de l'insertion, puisqu'on sait bien que derrière, il y a évidemment des problématiques humaines, sociales et personnelles qui vont empêcher le jeune, même de bonne volonté, je reprends l'expression employée tout à l'heure, de raccrocher les wagons. Donc un regard évidemment bienveillant aussi sur le jeune à cette étape. Au stade de la peine, une fois que le jeune est reconnu coupable, une nouvelle fois, on pouvait, c'est plus le cas aujourd'hui, mais envisager à titre de réponse pénale un placement en internat scolaire. On pouvait même, alors je ne l'ai jamais vu mettre en œuvre et j'aurais été très curieuse de savoir ce qu'il y avait dans cette réponse. On pouvait contraindre un jeune à exécuter des travaux scolaires. Alors est-ce qu'il s'agissait de faire des devoirs? Est-ce qu'il s'agissait de suivre des enseignements avec un enseignant particulier? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu mis en œuvre, mais c'est vous dire que le scolaire est vraiment au cœur de l'action aussi en matière pénale à l'égard des mineurs délinquants. Au stade de la peine, on peut aussi prononcer des mesures de sursis probatoire qui pourront une nouvelle fois comprendre cette obligation d'insertion professionnelle. On peut aussi, bien sûr, prononcer du travail d'intérêt général. Alors, le travail d'intérêt général, c'est une peine, mais en matière de justice pénale des mineurs, la plupart du temps, on le conçoit surtout comme un moyen de raccrocher le jeune au monde du travail, aux règles du quotidien, aux contraintes de la vie professionnelle, quelquefois tout simplement se lever le matin, être en relation avec des collègues de travail, respecter l'autorité d'un chef d'équipe, d'un patron, etc. Donc il y a une dimension éminemment éducative et pédagogique derrière le travail d'intérêt général, malgré le caractère de peine de celle-ci.
Je l'ai indiqué tout à l'heure, ces mesures sont reprises quasiment à l'identique par le Code de la justice pénale des mineurs, alors avec une procédure qui est aujourd'hui extrêmement différente de celle qu'on connaissait auparavant, mais avec toujours cette priorité de la primauté de l'éducatif et une place encore très importante qui est donnée aux questions d'insertion. Avec une observation que l'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, l'insertion semble se détacher de l'aspect pénal de la réponse, puisque, par exemple, l'obligation d'insertion ne peut plus être l'obligation d'un contrôle judiciaire. Ce qui veut donc dire qu'on a vraiment distingué ce qui va relever de l'éducatif d'un côté, avec les mesures éducatives spécifiques aux jeunes délinquants, et de l'autre, les mesures coercitives avec les contrôles judiciaires, la détention provisoire, etc. Dans ce nouveau dispositif, c'est au travers donc, du module insertion que les questions de scolarité vont pouvoir être traitées. C'est un module qu'on va pouvoir retrouver quelle que soit la phase procédurale, que le mineur soit déclaré coupable ou non, que sa sanction ait été prononcée ou non. Ce module, il consiste donc en une orientation vers une prise en charge scolaire qui va viser donc l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle. Cela peut être un accueil de jour, un placement en internat scolaire ou dans une institution publique ou privée d'enseignement ou de formation professionnelle. Donc, on est vraiment dans des choses là très concrètes. Voilà, donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que cette notion de décrochage, elle n'est pas connue de la matière pénale, du droit pénal au sens propre du terme, qui va ne l'envisager qu'au travers des manquements à l'obligation d'assiduité qui pèsent sur tous les jeunes d'âge scolaire. Pour que des poursuites en matière pénale soient engagées, il faut donc qu'il y ait déscolarisation, absentéisme, et que bien sûr la preuve en soit rapportée. En revanche, le décrochage est une notion qui est appréhendée dans toutes ses acceptions par la justice des mineurs, qu'il s'agisse de la justice pénale ou civile, et où on va surtout alors se poser la question des causes de cette déscolarisation ou de décrochage et les moyens d'y remédier de la meilleure manière. En tout cas, le décrochage est rarement une cause exclusive de l'intervention judiciaire. C'est plutôt le symptôme de dysfonctionnements autres sur lesquels on va chercher à se concentrer. Et en ultime conclusion, et j'aurais même pu commencer par là, parce que c'est ce qui me semble être le plus fondamental, c'est qu'en réalité, la contrainte judiciaire ne va que très rarement suffire à répondre aux problématiques liées aux défauts de scolarité, de scolarisation, et que c'est en revanche vraiment au travers de partenariats constructifs, adaptés, ajustés aux besoins singuliers de chacune des familles et des mineurs, que l'on va pouvoir répondre de manière partenariale aux difficultés rencontrées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Delphine pour cet exposé fort complet et extrêmement riche, je dois dire, qui je pense va nécessairement susciter des questions dans la salle. Juste peut-être deux tout petits points, puisque tu m'as un petit peu interpellé quelque part sur l'obligation d'assiduité. Oui, on voit des poursuites pénales, j'en ai vu à plusieurs reprises. Alors ça nécessite bien entendu qu'il y ait une plainte de l'Académie au procureur et à l'officier du ministère public, et j'ai même vu des plaintes systématiques pour des dernières semaines ou des derniers jours d'école de l'année dont certains parents profitaient pour partir en vacances plus tôt, qui pouvaient faire l'objet de poursuites. Donc cela se voit. Et peut-être un peu deuxième petit point en lien avec l'exposé tout à l'heure de Dorothée Guérin, qui est sur le suivi jeune majeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le suivi jeune majeur est une conséquence de l'abaissement du critère objectif de la majorité. On sait tous qu'en avant 74, la majorité était à 21 ans. Donc on était mineurs, jeunes, juridiquement, entre guillemets, jusqu'à 21 ans, et on est devenu adulte, grand, à partir de 18 ans. Première conséquence, ça a été au niveau pénal, où on a vu certains dispositifs qui ont été exposés, qui peuvent être possibles, là aussi, pour cette catégorie d'âge, parce que d'un seul coup, au niveau pénal, l'excuse de minorité ne pouvait plus être invoquée à partir de 18 ans. Tout le droit considéré comme plus protecteur, plus bienveillant des mineurs n'était plus applicable à partir de 18 ans, mais également le suivi éducatif qui pouvait être, comme tu l'as rappelé Delphine, imposé, obligatoire pour le mineur jusqu'à 21 ans,
ne pouvait plus l'être à compter de 18 ans. Il s'est posé la question de tout un tas de jeunes qui étaient en cours de mesure, nécessairement, ces mesures s'arrêtaient. Et a été créée, donc, cette possibilité de suivi jeunes majeurs, avec, étant donné qu'ils sont majeurs, on a tiré la conséquence du tout ou rien, finalement, que crée la majorité, c'est qu'il faut nécessairement l'accord du majeur pour qu'il y ait ce suivi. C'est-à-dire que s'il le refuse, et on peut penser que c'est peut-être des fois ceux qui en ont le plus besoin qui risquent de le refuser, on ne pourra pas lui appliquer. Hein, voilà pour juste ces tout petits compléments. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suppose que cet exposé a dû en susciter. Vous passez un micro de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de votre question, notamment Madame Cousin qui va pouvoir y répondre si elle l'entend. Oui. J'avais une question par rapport au placement en internat scolaire. Qu'est-ce que vous entendez par là et quel établissement scolaire? Excellente question à laquelle nous-mêmes, nous n'avons pas encore de réponse. Puisque en réalité, alors ça existait déjà plus ou moins avant, mais c'était pas nommé de cette manière-là, et je crois qu'il ne serait venu à personne l'idée d'ordonner de toute façon de manière autoritaire un placement en internat scolaire. Ce terme est revenu et cette possibilité est revenue en force avec le Code de la justice pénale des mineurs qui vient de rentrer donc en vigueur, hein, comme je le disais, depuis le 30 septembre dernier. C'est tout vous dire qu'on a encore très peu de recul sur ces nouvelles dispositions et donc évidemment sur la possibilité qu'on aurait de confier un jeune à un établissement scolaire, a fortiori sous le régime de l'internat. Votre question est intéressante parce qu'elle a déjà suscité en fait beaucoup de débats entre juges des enfants, effectivement sur la question de savoir quel établissement scolaire, comment l'imposer aux parents, ne serait-ce que sur des aspects très concrets. L'internat, c'est pas gratuit, tout le monde n'est pas accessible aux bourses. Comment ou quel partenariat on peut mettre en place avec l'éducation nationale, sachant que chaque jeune a son propre projet, sa propre voie d'orientation, et que nous, bien sûr, on n'a pas les moyens de savoir que c'est dans tel établissement que telle formation qui correspond au souhait du mineur est prononcée. Il y a certaines formations aussi où il faut un petit peu montrer patte blanche pour y accéder. Donc, comment effectivement organiser tout cela, à supposer qu'on n'ait jamais à l'envisager. Pour l'instant, pas de réponse à cette question. En pratique, ce qu'on peut supposer, c'est que ça correspondra en fait à des hypothèses où le jeune sera déjà scolarisé dans cet établissement-là. Les parents auront déjà fait une demande d'internat pour X raisons, que le jeune, lui, n'y est pas particulièrement favorable et qu'il a besoin, en quelque sorte, d'une incitation contrainte pour accepter cette option, sachant qu'évidemment, si ce n'est pas respecté, là encore, on n'en ferait pas on n'en tirerait pas de conséquences, puisqu'effectivement, ça concerne avant tout là, les choix d'éducation de chacun, les possibilités d'accueil des établissements. En tout cas, on ne peut pas imaginer placer du jour au lendemain un jeune mineur délinquant, donc qui arrive en plus avec cette image-là, dans un établissement où il ne serait pas connu, où éventuellement ses comportements peuvent venir mettre en péril l'équilibre d'une classe, d'un groupe, d'un internat. Donc, il est probable que ça n'arrive jamais. Hein. Mais on ne peut pas dire jamais du moment que ça existe dans les textes. Tout à fait. Ça vient aussi entretenir effectivement une sorte de confusion entre le rôle des professionnels de l'éducatif, hein, les éducateurs, en l'occurrence de la protection judiciaire de la jeunesse, et effectivement ce rôle des différents intervenants hein, sur le plan scolaire, hein, de l'assistant d'éducation jusqu'au chef d'établissement, au responsable d'internat. Bien sûr qu'on ne peut pas attendre de ces professionnels-là qu'ils aient un domaine d'intervention qui soit celui des éducateurs de la PJJ. Donc ça pose beaucoup de questions, hein, effectivement. Donc, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas eu matière à l'expérimenter, ou heureusement, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il paraît raisonnable de considérer que si ça doit se discuter à un moment, ça sera toujours de manière concertée et en fait dans un contexte préalablement travaillé hein, avec la famille, avec l'établissement, et non pas comme ça du jour au lendemain, aux sorties du tribunal, un jeune qui arriverait dans un
l'internat comme il arriverait au centre de détention, si ça peut vous rassurer. A-t-on d'autres questions? Ne vous gênez pas. Oui, allez-y. Moi, j'ai une question très liée au contexte, très factuelle, pas juridique. Est-ce que les décrochages, alors j'ai bien compris que c'était un des facteurs, est-ce que vous les avez vus augmenter depuis la crise sanitaire? Est-ce que ça a une conséquence, le fait que les enfants, justement les jeunes, soient à distance? Est-ce que ça a accentué les choses ou pas d'incidence? Alors, je peux qu'apporter une réponse partielle à cette question que sans doute beaucoup d'entre vous se sont déjà posées aussi, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intervention du juge des enfants, elle est au bout d'un entonnoir, donc forcément qu'on a un prisme d'observation qui est beaucoup plus limité que, par exemple, un service de l'aide sociale à l'enfance ou les professionnels de terrain. Moi, je n'ai pas vu de situation de décrochage qui serait majorée depuis les différentes périodes de confinement. Je dois dire que pendant les confinements, et notamment le fameux confinement du mois de mars 2020, qui a commencé en mars 2020, moi j'ai été heureusement surprise de la capacité des familles à rebondir, y compris les familles les plus en difficulté, leur capacité quand même à essayer d'assurer la continuité pédagogique, à rechercher des solutions avec les services qui ont été très impliqués sur cette période. La plupart des mineurs qu'on suivait sont ensuite revenus à l'école sans difficulté. Alors dans le libre choix de chacun, puisque vous vous rappelez, les parents ont eu pendant quelques semaines la possibilité de choisir s'ils mettaient ou non leur enfant à l'école. Un certain nombre de familles avaient peur, ce qui est tout à fait légitime. Mais globalement, moi, je n'ai pas observé d'accroissement de ce phénomène, que ce soit pour les plus petits ou même pour les plus grands. Ce qui semble avoir été difficile pour eux, c'est effectivement la continuité pédagogique, parce que travailler tout seul dans son coin, je pense que tout le monde a pu voir dans quelle mesure c'était compliqué. Mais je n'ai pas le sentiment que c'est provoqué derrière effectivement plus de situations de décrochage qu'à l'ordinaire. Au mieux, ça a pu aggraver certaines situations préexistantes, mais je ne l'ai pas constaté en tout cas, Alors, peut-être que sur le terrain, vous avez vu d'autres choses, mais moi, je ne l'ai pas vu dans les dossiers dont je suis saisie. Une dernière question, on fera le changement après, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on garde un petit peu de temps quand même pour l'éducation nationale. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est un peu pour revenir sur votre question, parce que nous, on a fait l'analyse, en tout cas sur le Pays de Lorient, pendant la période du confinement au mois de mars 2020. Il y a eu un travail, notamment des personnes qui sont là, référents décrochage, vie scolaire, etc., pour maintenir le lien avec les élèves et les familles, notamment les élèves les plus fragiles, pour éviter justement que le fossé se creuse. Et ce travail de proximité par téléphone a permis effectivement d'éviter ce qu'on aurait pu craindre. Je relate juste ce qu'on a constaté, en tout cas sur notre territoire. Merci. On constate la même chose au niveau académique. L'engagement des équipes enseignantes, référents décrochage, personnel de la MLDS auprès de ces élèves lors du premier confinement a fait en sorte que les élèves n'ont pas décroché. On a réussi à les maintenir à distance dans nos classes, dans nos dispositifs. On avait plein d'hypothèses du décrochage pendant le confinement. Ça n'a pas été le cas. Du décrochage à la rentrée scolaire suivante parce que des projets d'orientation pas bien travaillés, ça ne s'est pas confirmé. Des jeunes qui décrocheraient après les vacances de la Toussaint parce que finalement, ils allaient s'accrocher sur les premiers mois et puis baisser les bras avec les premiers résultats scolaires. Ça ne s'est pas confirmé. Il n'y a pas eu de décrochage massif, loin de là, parce que les équipes aussi en établissement ont fait en sorte de bien capter, bien garder, bien accompagner les élèves. Alors Dorothée Guérin nous donne juste un élément peut-être pour finir. Vraiment, c'est que ça n'a manifestement pas été le cas des étudiants, et c'est peut-être la différence entre mineurs et jeunes.
Oui, effectivement, bravo, effectivement. Alors, nous, on a aussi essayé de mettre tout en œuvre. On a fait des appels aux étudiants décrocheurs, notamment ceux qui avaient des problèmes d'accès au numérique, pour pouvoir justement rester connectés avec eux. On a fait vraiment, je pense que voilà, le doyen, Van, je sais que ça a été la même chose. On a fait le maximum pour accompagner nos étudiants, mais on a beaucoup moins de prise, globalement, sur tous ces jeunes majeurs. Et effectivement, moi, je suis une formation particulière. J'avais jamais eu de décrochage sur cette formation. J'en ai sur une petite promo alors c'est une petite promo de 40. Pourtant, c'est une double licence, donc des étudiants quand même qui sont quand même très, très accrochés, très investis dans leurs études. J'en ai perdu 3 d'année en année. Je suis 3 promos, voilà. Donc c'est bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même trop. Enfin voilà, je trouvais que vraiment on les a perdus. Enfin, on en a perdu certains, alors qu'on a vraiment tout mis en œuvre. Mais voilà, je pense que c'est effectivement la différence. Il n'y a pas, ils peuvent être seuls dans leur chambre universitaire, éloignés de leur famille, sans soutien, et voilà, et on en a perdu un certain nombre, oui, quand même. Bien, merci beaucoup à vous deux pour ces 2 exposés très riches et complets. On va faire une toute petite suspension, une toute petite pause de quelques minutes avant d'aborder l'éducation nationale, le temps d'avoir la mise en place technique. Je vais donc vous demander de revenir rapidement dans cette salle. Merci.